Bon, nous sommes déjà en février et je n'ai toujours pas sorti la moindre critique glauque. Vous vous rendez compte? Et pour cause, concernant les sorties de ce début d'année, je n'ai encore rien vu qui me donne envie d'écrire une vidéo. Et oui, désolé, Night Swim, c'est la platitude incarnée. Pas la peine de perdre notre temps à en parler. Du coup, je me suis tourné vers quelques films de l'année dernière que je n'avais que trop peu abordés, et la grande finale de ces options voyait s'affronter dans mon esprit Vermine, de Sébastien Vanitschek, que pas mal d'abonnés me réclament depuis sa sortie, à un opus d'une saga dont je traite tous les épisodes chaque année, un petit peu comme une sorte de tradition, et dont j'avais un petit peu snobé le dernier long métrage. Il était grand temps de réparer cette injustice et de frapper un grand coup pour la première critique glauque de l'année. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à VHS 85. VHS 85 est donc le 6e épisode de la franchise et est toujours un film à sketch, comme chacun de ses prédécesseurs. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, si jamais il y en a, il s'agit d'une saga anthologique qui propose des segments horrifiques courts qui sont prétendument issus de véritables VHS et dont la forme est pensée pour nous faire croire à leur authenticité, au moins le temps de notre visionnage. Avec le temps, d'excellents réalisateurs ont participé à cette aventure, voire ont été révélés par des épisodes de la série, et ce dernier opus, sorti en 2023 sur la plateforme américaine Shudder, ne me fera pas mentir sur ce point. Nous y retrouvons David Bruckner, Riri Saul Guerrero, Natasha Kermani, Mike P. Nelson et même Scott Derrickson. Un sacré casting de cinéastes pour un film à sketch, comme seule la saga VHS sait nous en proposer depuis maintenant quelques années. Et avant de vous en dire plus sur chaque segment, cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage est une plateforme qui vous permet de construire votre arbre généalogique. C'est hyper simple d'utilisation et très complet. En partant de vos parents, vous le construisez petit à petit en ouvrant de nouvelles branches grâce aux liens familiaux suggérés. L'outil regroupe également plus de 19 milliards de documents historiques qui vous aideront à découvrir votre histoire familiale et ce même à l'international. Car oui, dans les faits, retracer son arbre généalogique est une démarche souvent fastidieuse, parfois impossible, mais c'est là qu'intervient MyHeritage qui vous aide et vous offre des pistes concrètes grâce à sa base de données. Pour ma part, je lui donne du fil à retordre avec mon arbre généalogique. Et un grand-père malheureusement manquant et inconnu né au Canada. Mais c'est justement là que les recherches deviennent passionnantes. Tu peux alors commencer à explorer des tas de documents historiques et les innombrables identités recensées par MyHeritage. Essayer de faire des liens, mener une véritable enquête à travers toutes les pistes proposées par la plateforme. Ça m'a par exemple permis de retrouver l'un de mes ancêtres directs, un certain Benoît Joseph, qui aurait été typographe dans les années 1800 à Bruxelles, un métier alors fascinant. C'était bien souvent des ouvriers lettrés et instruits, à l'origine de nombreux mouvements sociaux, car leur travail leur permettait de diffuser plus aisément leurs idées. Bref, les informations auxquelles je suis confronté sont fascinantes et m'ont donné une vision différente de mes origines et des circonstances qui m'ont amené à paraître et à vous parler aujourd'hui de cinéma d'horreur, en plus de me permettre de m'interroger, de questionner mes origines, de remettre ce que je prenais pour acquis en question. En gros, j'en apprends plus sur moi-même en effectuant un petit voyage dans le temps. De plus, avec MyHeritage, vous pouvez même coloriser et animer vos vieilles photos de famille pour un résultat impressionnant qui a fait tout drôle à ma grand-mère notamment. Si vous souhaitez vivre la même expérience et retracer votre arbre généalogique, et ainsi en apprendre plus sur vous et peut-être vous rendre compte que vous êtes lié par le son à Christopher Lee, Wes Craven ou encore Uwe Boll, cliquez sur le lien dans la description qui vous donnera accès à un essai gratuit de 14 jours à l'abonnement premium. Merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo, parfaite quand on parle du 6e épisode d'une saga, avec la question de l'héritage, de la succession, tout ça. Tiré par les cheveux, vous dites? Bref. Entrons dans le vif du sujet et laissez-moi vous parler de chaque segment de VHS 85. Commençons par le pseudo-fil rouge de ce nouvel épisode. Vous le savez si vous connaissez la saga, mais en général, chaque film VHS dispose d'un segment qui fait office de fil rouge et donc de lien entre les autres sketchs. Mais depuis peu, cette tradition est révolue, et le fameux fil rouge n'est plus qu'un segment comme tous les autres, juste étalé sur tout le film et divisé en plusieurs parties, et sans aucune fonction particulière. Cette fois, il s'agit de Total Copy de David Bruckner, réalisateur du dernier Hellraiser en date, qui nous fait suivre un faux documentaire s'intéressant à une créature métamorphe étudiée par des scientifiques. L'idée est intéressante, il y a une sorte d'ambiance à la X-Files ou à la Stranger Things pour les plus jeunes, mais en plus sombre, forcément.
Mais finalement, le segment est malheureusement assez oubliable. Le fait qu'il soit sectionné de la sorte empêche l'atmosphère de vraiment s'installer, vu qu'à chaque fois que l'ambiance commence à prendre, on passe à un autre sketch, et tous les efforts pour tenter de faire prendre le mystère volent alors en éclats. Puis il faut bien admettre qu'il ne se passe pas grand chose dans ce segment, durant lequel on ne fait que nous teaser la chute, dramatique et horrible, qui surviendra lors de sa toute dernière partie, forcément. Et certes, le final est terrifiant et assez gore, mais durant les autres parties, nous n'avons pas grand chose à nous mettre sous la dent. Encore une fois, ça n'aurait pas été un problème si le segment n'avait pas été divisé en plusieurs parties. Parce que ce rythme lent aurait favorisé la mise en place d'une ambiance et renforcé l'impression d'authenticité. D'autant qu'encore une fois, en tant que fil rouge, il n'apporte absolument rien. Ensuite, nous avons le premier vrai segment, entre guillemets. No Wake de Mike P. Nelson, réalisateur de Détour mortel, La Fondation, le reboot de la saga que je n'avais pas beaucoup aimé, soit dit en passant. Dans ce sketch, nous suivons 7 jeunes gens qui se rendent à bord d'un mobil-home à un lac perdu en plein milieu des bois pour passer un super week-end. Seulement voilà, alors qu'une partie du groupe s'amuse en bateau sur le lac, ils se font abattre un par un tireur embusqué. Mais l'eau du lac, dont la baignade était d'ailleurs interdite, semble avoir des propriétés mystérieuses. Le segment est pas mal, même si c'est un peu le survival enfant de footage typique. De jeunes imbéciles, une caméra, de la drague, des blagues lourdes, le cocktail des teen movies horrifiques américains habituels, mais il faut dire que tout tient assez bien la route. La scène des coups de feu est impressionnante, voire même choquante, d'autant qu'elle arrive sans crier gare, et le twist fantastique est intéressant. Non pas qu'il soit terrifiant, ce n'est pas du tout sa fonction, il est plutôt mystérieux et intriguant, mais c'est ce qui l'implique qui vient créer un genre de tension. Et va servir de cliffhanger, car oui, ce segment a une suite, également réalisée par Mike P. Nelson, dont je vous parlerai dans quelques minutes. Ensuite, nous passons à l'un de mes sketchs préférés du film. God of Death de la prometteuse cinéaste mexicaine Riri Saúl Guerrero, que vous connaissez peut-être pour les anthologies Mexico Barbaro ou Satanic Hispanics, ou encore pour Bingo Hell. Ce segment se déroule donc au Mexique, en plein enregistrement d'une émission de télévision, jusqu'à ce qu'un tremblement de terre survienne, et tue la présentatrice vedette sur le coup. Les rares survivants seront pris en charge par des sauveteurs, et ils essaieront ensemble de quitter le bâtiment, toujours à risque, sous le coup de secousses ou autre séisme. Mais que se passe-t-il dehors ? Eh bien, ils finiront par se rendre compte que la catastrophe n'a en fait rien de naturel, et que des forces très anciennes, obscures et terrifiantes, bien mexicaines, sont en fait à l'œuvre. C'est entre autres pour ça que j'aime bien le segment. J'avoue que j'aime bien l'imagerie horrifique mexicaine, et notamment tout ce qui touche à la mythologie aztèque. Et Riri Saúl Guerrero met un point d'honneur à l'utiliser dans la majorité de ses travaux, pour mon plus grand plaisir. D'autant que ce n'est pas quelque chose de si fréquent que ça, même au Mexique. Donc oui, voir des entités maléfiques aztèques foutre la merde au Mexique pour un segment de VHS, c'est validé. Le petit souci que j'ai, c'est que le segment est très long et lent. Encore une fois, c'est pour pouvoir poser une ambiance de façon efficace, mais pour un sketch de VHS, c'est un petit peu décevant. Puis, le côté catastrophe est un petit peu trop léger pour nous tenir en haleine durant la première partie, qui, vous l'aurez compris, est celle que je trouve trop longue. Ça ressemble quand même beaucoup à une version courte de Jérusalem des frères Pads, un found footage qui se passe dans la célèbre ville qui se retrouve envahie par des démons le jour de l'apocalypse. Remplacez les démons judéo-chrétiens par des divinités maléfiques aztèques, et vous obtiendrez un résultat assez similaire, mais en court métrage. Rassurez-vous, le segment a son lot d'images marquantes et de plans assez gore et violents, rendus encore plus macabres par la qualité volontairement mauvaise de l'image. Globalement une réussite, mais un rythme qui aurait pu être mieux géré. Le segment suivant se nomme TKNOGD, Comprendre Technogod, de Natasha Kermani, la réalisatrice du film Lucky. Il nous fait suivre Ada Lovelace, une artiste de performance qui affirme, sur scène devant quelques spectateurs, que Dieu est mort, tué par la technologie qui fait office de divinité moderne. Elle enfile ensuite un casque de réalité virtuelle qui lui permet d'évoluer dans un monde digital, tandis que le public peut suivre ses aventures dans cet univers via un écran. Tout se passera très bien jusqu'à ce qu'elle tombe sur une créature monstrueuse très hostile qui l'agressera dans le monde virtuel. Mais vous vous en doutez certainement, cette attaque aura des répercussions dans la vraie vie et Ada se fera juste massacrer devant ses spectateurs impuissants. Une idée intéressante et pour le coup, la première de vraiment originale pour la saga de ce 6e épisode. Enfin, un segment au concept un peu innovant. D'autant que, et rassurez-vous, je n'en parlerai pas ici en détail, le segment se termine sur un genre de twist assez intéressant et que Kermani et sa scénariste Zoe Cooper ont l'intelligence de ne pas expliquer de façon lourde. Ce court-métrage dispose d'une atmosphère plutôt étrange,
qui n'est pas sans rappeler celle de Cigarette Burns de Carpenter par exemple, malgré un sujet totalement différent. Ces histoires de sociétés secrètes ou de cultes obscurs, dont l'objet d'intérêt pourrait avoir des conséquences dramatiques s'il était connu du grand public, mais est gardé secret par une élite dont nous ne connaissons même pas l'existence, bah moi, j'aime bien. Après, pour être honnête, la première fois que je l'ai vu, je suis passé un petit peu à côté de son concept. C'était carrément le segment que j'avais le moins apprécié. Je le trouvais vide, esthétiquement raté, et son discours ne m'avait pas plus marqué que ça. Comme quoi, il avait besoin d'un deuxième visionnage pour que je puisse en saisir pleinement l'essence. Le segment suivant est la seconde partie de No Wake de Mike P. Nelson, toujours réalisé par le bonhomme. Ambrosia. Cette fois, nous nous attardons sur une ancienne famille américaine aux traditions pour le moins étranges. Pour marquer le passage à l'âge adulte, ses membres doivent tuer 7 personnes. Ce sont de grands amateurs d'armes à feu, avec des codes qui font penser à ceux des sociétés secrètes, une vibe un petit peu à la Society de Brian Yuzna. Et, je vous le donne en mille, c'est bien entendu eux, et plus précisément l'adolescente de 15 ans dont c'est l'heure du rite de passage, qui sont à l'origine du massacre des jeunes du premier segment de Nelson. Et en vrai, pourquoi pas ? Le segment se déroule dans l'espèce de manoir où vit cette famille riche et ancienne, un beau et grand clan américain, garant de sa pureté, fier de leur pays, défenseur des valeurs de ce cher Donald Trump. Le discours derrière cette seconde partie est assez clair, même un petit peu trop martelé. Mais encore une fois, pourquoi pas ? C'est assez original. Simplement, pour un segment de la saga VHS, ça reste faible. Ça ne raconte pas grand-chose et pourtant, c'est très long. Et c'est sa qualité de suite du premier segment qui lui donne de la valeur, du poids. Mais du coup, il faut prendre les 2 sketchs dans leur ensemble pour pouvoir les juger. Et le résultat est sans appel. C'est juste beaucoup trop long. Les deux partent d'une idée intéressante mais ne vont pas plus loin que leur concept de base, ne le développent en aucune façon et ont besoin d'environ 40 minutes pour raconter leur histoire, pourtant très simpliste. En gros, plus je revois le film, plus ce double segment me déçoit. En plus, à cause de lui, ce VHS est le plus long de la saga et approche des 2 heures. Pour pas grand chose. Bref. Et enfin, nous avons Dreamkill de Scott Derrickson lui-même, l'un des segments les plus attendus de ce nouvel opus depuis l'annonce de la participation du cinéaste. Bon, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, mais je n'apprécie pas plus que ça le travail de Derrickson. Reste que j'étais curieux, comme tout le monde. Il commence par le meurtre d'une jeune femme chez elle, filmé du point de vue du tueur. Puis, l'inspecteur de police qui se rend sur place raconte qu'il a reçu anonymement une cassette vidéo une semaine auparavant, qui lui avait montré ce meurtre-là. S'ensuit l'enquête, qui va le mener jusqu'à un lycéen gothique aux rêves apparemment prémonitoires, et son père. Vu que c'est une enquête, c'est un peu difficile de vous en dire davantage sans trop en révéler. Et je refuse de subir le courroux des défenseurs du spoil dans mes commentaires. Je le refuse. Toujours est-il que ça n'a pas raté, j'ai été très déçu par le segment. C'est certainement le plus ambitieux de ce VHS 85, il est plutôt complexe, se veut original, propose plusieurs points de vue différents, et en termes de mise en scène, il se donne du mal. Mais pour moi, c'est contre-productif. À force de proposer différents angles de caméra, on finit par ne pas respecter le concept de base de la saga VHS. Même si, il faut être honnête, chacun des points de vue proposés est justifié par le concept de Derrickson. Simplement, c'est surcuté, et le montage est beaucoup trop élaboré pour qu'on puisse croire pleinement à l'authenticité des images qui nous sont proposées. Et c'est pourtant sur cette idée que repose la franchise tout entière. Si on ajoute à cela que le segment est vraiment très Derrickson, l'ombre de Black Phone et de Sinister plane beaucoup sur lui, on n'est pas du tout dépaysé. Il tente des choses, c'est ambitieux, encore une fois. Mais je trouve que ça n'est pas très abouti, et que, finalement, en termes d'intrigue, c'est très plat. Et voilà qui résume parfaitement ce 6e épisode de VHS. Il est plat au possible, et c'est finalement l'un de ceux que j'aime le moins alors qu'il proposait l'un des plus gros castings de réalisateurs de toute la franchise. Peut-être que ces deux affirmations sont liées, que j'avais personnellement trop d'attentes et de curiosité, mais honnêtement, je ne pense pas. Le fait que je l'ai vu plusieurs fois aide à faire reculer mes billets de départ, et si j'ai effectivement revu le film à la hausse à force de le voir, il ne vole toujours pas très haut. L'absence de fil rouge me dérange beaucoup, car c'était souvent ces segments qui renforçaient le côté mythologique de la saga, qui aidaient à lui forger un lore uni, à constituer un véritable univers au film VHS. Et là, c'est finalement juste un film à sketch en fond de footage tout à fait banal, sans ce petit plus d'identité que la saga a pourtant toujours eu. Puis bon, le pire, c'est sans doute que ce VHS 85 ne dispose d'aucun vrai bon segment. Il n'y en a aucun qui parvient à porter tout le film. Même si à côté de ça, il n'en a aucun de vraiment mauvais ou raté non plus. C'est vrai. Non.
Tout est assez moyen, assez plat, et pour être honnête, je préfère les épisodes moins réguliers, avec plus d'écart de qualité entre les courts-métrages, mais qui proposent de véritables fulgurances, des sketchs assez impressionnants pour faire oublier ceux qui sont franchement nazes. Sinon, globalement, ce VHS 85 est plutôt gore, propose quelques images marquantes et une violence qui fait plaisir, nos réalisateurs et réalisatrices en sont donnés à cœur joie, et moi, j'en suis heureux. En conclusion, VHS 85 est loin d'être le meilleur de la saga, et même s'il n'est probablement pas le pire objectivement parlant, c'est l'un de ceux que j'aime le moins. Peut-être même celui que j'aime le moins tout court, car il manque de patates, de folie et de véritables moments de terreur. Il est trop gentil, trop calme, trop mou, trop plat. Définitivement le mot de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première critique glauque de l'année, et j'espère qu'elle vous aura plu. Encore merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas que vous trouverez tous les liens dans la description pour bénéficier d'un essai de 14 jours gratuit d'abonnement premium. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.